Bienvenue Moustapha Saimi, professeur de droit et politologue. Avec vous, on va revenir sur le débat du souverain hier, avec décryptage et décodage de tout ce qui a pu être dit par le chef de l'État. Donc revenir sur la forme, la tonalité. Quelle est la tonalité de ce discours? En fait, en tout cas, quelle est votre perception de la tonalité qui a été donnée au discours royal? Et on va revenir aussi sur le fond, bien entendu, c'est-à-dire à la fois sur la teneur et sur le contenu de tout ce qui a été exprimé. Donc avant de démarrer ou pour lancer le débat, Moustapha Saimi, comment vous avez vécu ce discours? C'est un discours qui prolonge évidemment celui de la fête du trône et celui du 20 août, mais avec une forte inflexion. C'est quoi? C'est l'appel à la responsabilité et au sérieux, et sur ce point-là, le souverain a parlé de mot d'ordre. Il y a donc une nouvelle approche des problèmes actuels, et c'est une nouvelle approche qui s'adresse en plus à deux publics. Premier public, les quelques 500 parlementaires des deux chambres qui sont réunis à cette occasion-là, c'est prévu. Mais au-delà de ces parlementaires, c'est un discours qui m'a, à mes yeux, s'adressait au-delà de la représentation parlementaire, s'adressait à l'ensemble des Marocains. À la différence de... Quand le souverain appelle à plus de responsabilité, à du travail sérieux, à de la performance, on y reviendra aussi, et des résultats, c'était pas dirigé directement aux 500 élus qui étaient présents dans l'ensemble du Parlement. C'est à deux niveaux. Premier niveau, évidemment, la représentation nationale représentée par les membres des deux chambres du Parlement. Oui. Au-delà, le souverain a tenu à s'adresser à l'ensemble des Marocains pour les prendre à témoin de ce qu'il voulait faire et ce qui devait être fait. Et sur ce plan-là, je crois que l'interpellation est forte parce qu'il a parlé de mobilisation. C'est un discours de mobilisation, insistant sur un certain nombre de points, insistant sur le dépassement des positions partisanes des uns et des autres, sur la nécessité de conjuguer les efforts de tous et de faire prévaloir l'intérêt collectif, c'est-à-dire les intérêts supérieurs du royaume. En insistant ainsi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le souverain considère qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement, d'esprit de responsabilité et de travail sérieux de la part des parlementaires et des élus de la nation. C'est un constat, évidemment. Voilà. Le fait que le souverain dise c'est un mot d'ordre veut dire que jusqu'à maintenant, il y a eu des ambiguïtés, des tâtonnements, des hésitations. C'est le fait de ce gouvernement depuis 1 an et demi, puisque ce gouvernement n'a pas réussi encore à prendre la mesure des problèmes et à s'engager dans une politique volontariste. Le roi reprend en main ce dossier national avec toutes les questions qui y sont attachées en disant « Voilà maintenant ce que j'attends de vous de la mobilisation, du sérieux, de la responsabilité, avec évidemment la reddition des comptes, et un effort collectif pour embrasser tous les problèmes qui se posent actuellement au pays. » Sans oublier la notion d'obtenir des résultats concrets et palpables. On est bien d'accord? Oui, parce que nous sommes dans une situation paradoxale où il y a un discours officiel qui est un discours de réforme, je pense au discours du gouvernement, du chef du gouvernement. À côté de cela, il y a des mesures annoncées, mais qui ne se traduisent pas par l'amélioration du quotidien des citoyens. Comment voulez-vous que les citoyens adhèrent à la politique du gouvernement telle qu'elle a été pratiquée depuis 1 an et demi quand le quotidien n'est pas amélioré? C'est-à-dire quand il y a des problèmes de décalage aussi. Quand il y a les problèmes de l'habitat, les problèmes de la santé, les problèmes du chômage de leurs enfants, etc. Et donc nous sommes dans une situation où il y a un mix entre un discours officiel qui se veut réformateur et optimiste et les conditions de travail, de vie des citoyens qui, elles, pour l'essentiel, en tout cas pour la majorité d'entre eux, ne s'améliorent pas. Nous sommes là dans une situation tout à fait paradoxale. C'est la politique qui est mise en cause et c'est le discours politique qui est décrédibilisé parce qu'il paraît passer au-dessus de la tête des citoyens. D'ailleurs, le souverain a insisté sur le fait qu'il était disposé, en tout cas, et prêt à rehausser un petit peu la classe politique, le champ politique, et puis l'aider aussi à se réinventer pour que les partis politiques soient à la hauteur des challenges, des défis. Mais quand on est politique, quand on est face au souverain et qu'on entend ça, qu'est-ce qui se passe dans les têtes
Il faut que les acteurs institutionnels fassent le nécessaire, c'est-à-dire... C'est quoi faire le nécessaire? Le nécessaire, c'est assurer une fonction d'accompagnement, de soutien des réformes actuelles, et également une fonction de mobilisation. C'est-à-dire tout le monde on peut pas dire aujourd'hui que les partis politiques soient mobilisés dans ces chantiers réformateurs. C'est le cas dans leur discours, c'est pas le cas dans la pratique. Et ça se vérifie dans leurs activités partisanes, qui sont tout à fait résiduelles. Vous avez remarqué que les partis politiques n'organisent pas beaucoup de débats, d'un côté. De l'autre, ça se retrouve dans leur représentation au niveau des collectivités locales et au niveau du Parlement, puisque certains sont dans l'opposition, d'autres, 6 sont dans la majorité, et on ne peut pas dire que cette majorité-là soit mue par une grande dynamique réformatrice. C'est-à-dire clairement, le constat, c'est qu'il y a une majorité inefficace et une opposition qui est stérile. C'est ça, en fait, clairement. Donc on part de ce postulat. Est-ce qu'on peut schématiser les choses ainsi, sachant qu'en toile de fond, vous l'avez dit, que ça va des trottoirs défoncés des villes, que la problématique de chômage, de logement, de précarité sociale, de développement du monde rural, ça c'est les urgences et les attentes directes des citoyens. Vous forcez le trait. On ne peut pas dire qu'il y a une opposition stérile et une majorité inefficace. L'opposition, elle est là dans une fonction d'interpellation. Dans cette opposition, l'interpellation du gouvernement, ce qui est fait mais ce qui n'est pas fait. Dans l'opposition, il y a 2 partis, le PAM et l'Istiqlal, et il y a des propositions qui sont faites, en particulier du côté de l'Istiqlal, qui a proposé un certain nombre de choses. Une loi de finances rectificative, une réflexion, des mesures, etc. Du côté de la majorité, on a l'impression qu'il y a une inertie subie du fait des difficultés de cette majorité. Cette majorité a des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de coordination, de solidarité, de collégialité. Mais lorsque l'appel du souverain a plus de responsabilité, plus de sérieux et plus d'efficacité, c'est majorité et opposition, on est bien d'accord? Tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui doit c'est tout le monde qui doit se mobiliser pour de nouveaux enjeux, pour relever un certain nombre de défis. Et c'est ça qui est nouveau dans ce discours royal, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de donner la priorité au social, comme ça a été le cas dans le discours du trône, de définir le 20 août un certain nombre de mesures d'urgence pour les mois à venir. Il s'agit maintenant d'un autre périmètre d'action où le souverain prend en charge une problématique nationale, qui est une problématique de développement, de réforme. Sur lesquelles on reviendra d'ailleurs. Et pour ça, il s'adresse à tous les acteurs, en particulier dans le cadre du Parlement. Après ce discours, lorsqu'on est responsable d'un parti politique ou qu'on fait partie, ou qu'on est élu de la nation, et qu'on était présent hier dans l'enceinte du Parlement, c'est quoi? C'est une pression supplémentaire sur la tête, sur les épaules des élus? C'est une pression, une responsabilité sur les partis, les élus, mais la question est de savoir si ces élus et ces parlementaires sont en mesure de traduire en mesures concrètes les orientations royales. Ça pose le problème du mode de gouvernance des partis. Oui. Ça pose également la question de la capacité de ces partis à mobiliser leurs propres ressources, leurs effectifs militants, leurs élus, etc., pour s'inscrire dans ce nouveau schéma qui a été défini par le roi. Et vous, Moustapha Semi, vous qui suivez le champ politique depuis des années, pour ne pas dire des décennies, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2018, après ce discours, le personnel politique, dans son ensemble et dans sa globalité, position, majorité, quelle que soit l'idéologie, est en capacité d'être à la hauteur, de relever la tête? C'est souhaitable. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est souhaitable et qu'il n'y a plus de possibilité de se défausser, pour ce qui est de ces partis politiques, de se défausser de leurs responsabilités d'encadrement, d'expression des attentes et des besoins des citoyens. Et nous sommes là aujourd'hui dans un palier. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle de 18 ans, 19 ans de règne, avec les leçons qui ont été tirées par le souverain et l'évaluation qui en a été faite par le souverain avec beaucoup de lucidité. Je vous renvoie au discours du trône de 2017. Je vous renvoie au discours du Parlement il y a 1 an sur le modèle de développement qui est insuffisant et qui n'a pas donné les résultats escomptés. Nous sommes dans un palier, à la fin d'un palier, où on ne peut pas continuer comme on l'a toujours fait. Il faut changer la méthodologie, il faut changer la gouvernance, et il faut que les acteurs institutionnels, dans les acteurs institutionnels, je mets les partis, le gouvernement, les élus, etc., adhèrent pleinement à cette révision. Oui, adhèrent pleinement, donc pour qu'il y ait adhésion, pour qu'il y ait réussite aussi.
est-ce que les hommes et les femmes qui sont dans les formations politiques aujourd'hui, qui sont aux responsabilités, dans les différentes formations politiques ou à l'échelle nationale, qui étaient présents au Parlement, sont capables de se réinventer et d'agir? C'est ça ma question. On ne peut pas leur faire par avance. Est-ce que c'est les profils qu'il faut aujourd'hui pour ce rebond? Vous travaillez avec ce qu'il y a sur le marché politique. Le marché politique est occupé par 34 partis, dont 6 sont dans la majorité, 2 dans l'opposition. Je ne parle pas des petits partis représentatifs. Donc, globalement, c'est... Donc, aujourd'hui, à la fin 2018, vous êtes obligé de travailler avec ces acteurs-là parce qu'ils ont un statut institutionnel, ils ont une représentativité, ils sont dans les institutions. Donc, on ne peut pas effacer ce système de partis et lui substituer quoi? Donc, ce qui doit être fait, le changement à faire, c'est à l'intérieur des partis. Il faut que les partis prennent conscience de la situation actuelle, qui est une situation préoccupante à tous égards, et d'un autre côté, que ces partis prennent en compte les nouvelles orientations royales. Ce qui me paraît intéressant de relever, c'est qu'aujourd'hui, le souverain est déterminé à engager une autre phase dans la conduite des politiques publiques. Il l'a dit, il l'a répété, la mobilisation, la responsabilité, le sérieux. Et j'y reviens, c'est un mot d'ordre, c'est pas une orientation, c'est un mot d'ordre, c'est-à-dire c'est une directive royale qui doit être appliquée. Donc tout le monde doit s'insérer dans ce périmètre-là. Ou autrement, il y aura des sanctions, ou autrement, il y aura... Il y aura des évaluations, forcément. C'est-à-dire que si tout cela ne donne pas des résultats, nul doute que le souverain, à terme, tirera les conclusions de l'inefficacité des politiques conduites par les partis politiques, des insuffisances de leur statut de représentation, et qu'il en tirera toutes les conséquences. Parce que il y a, dans ce qui a été dit également hier, parce que c'est intéressant, dans la construction, j'allais dire éditoriale, si je puis m'exprimer ainsi, du discours, il commence par les formations politiques, les élus, ceux qui sont en responsabilité, en appelant à plus de responsabilité, plus de sérieux, plus de performance, et il finit son discours également avec ça, avec quelque chose qui m'a interpellé, sur lequel je souhaiterais vous faire réagir, en disant que le Maroc est un pays d'opportunité, mais pas d'opportunistes. Est-ce qu'il s'adressait à celles et ceux? Est-ce que vous pensez que dans la salle, sur les 515 élus présents hier, il y en a qui se sont sentis visés? Comment décrypter cette formule? Il y a 2 lectures possibles. La première lecture, ça peut s'adresser aussi bien aux investisseurs étrangers. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'investisseurs étrangers venant ici faire des coups spéculatifs ou autres, etc., et puis se retirant du Maroc pour aller sous d'autres latitudes. Eh oui, le Maroc offre des opportunités pour les investissements étrangers, c'est connu. Par ailleurs... Juste, Moussa Vassemi, ce propos, donc le Maroc, Dixit, le Maroc est un pays d'opportunités et non pas d'opportunistes, est venu juste après. Nous avons besoin de hauts commis de l'État, d'hommes d'État engagés et qui assument leurs responsabilités. Donc je ne pense pas que ce soit adressé directement aux investisseurs étrangers. C'est pas impossible. C'est pas impossible que ça s'adresse, que ça soit également une première lecture s'adressant aux investisseurs étrangers en disant le Maroc offre des potentialités, nous souhaitons nouer avec vous des relations de partenariat gagnant-gagnant, et pas simplement un pays où les uns et les autres viendraient faire des opérations spéculatives pour se retirer. Évidemment, la deuxième lecture qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un cahier de charge pour cette élite politique nationale. Un cahier de charge qui fait qu'il faut s'impliquer. Si on fait de la politique, c'est pour conduire un projet et pour essayer de le mettre en œuvre en participant au gouvernement. C'est pas au gouvernement, au niveau des collectivités locales. Et si c'est pas le cas, on s'en va. Et si c'est pas le cas, il faut débarrasser. Il faut débarrasser le plancher. Il faut débarrasser le plancher parce que le temps des carriéristes et des opportunistes politiques est révolu. Le roi attend de cette élite-là un engagement, une implication dans la recherche de solutions intéressant les problèmes. Autre sujet aussi sur lequel je souhaiterais vous faire réagir, c'est qu'en préparant l'émission, je me suis amusé, entre guillemets, à essayer de voir un peu les mots-clés et les éléments de langage qui étaient le plus présents dans le discours, et on retrouve quasiment à chaque paragraphe ou lien, ou unité, ou solidarité, ou cohésion. Voilà, c'était un peu le fil rouge du discours, on le retrouve de bout en bout dans chaque paragraphe, quelles que soient les thématiques qui ont été abordées. Ça veut dire quoi?
un appel à resserrer les rangs. Le constat que l'on peut faire aujourd'hui, en 2018, c'est que la cohésion sociale est en difficulté. Les 2 décennies écoulées ont montré une évolution dans le sens de la distorsion de la cohésion sociale qu'il y avait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ça se vérifie par les dynamiques sociales régionales qu'on a vues à Al-Hoceima, qu'on a vues à Jrada, qu'on voit ailleurs, etc., où il y a une remise en cause du lien social. Ça se vérifie également avec l'affaire du boycott. Le boycott est bien qu'il y a eu pendant 3 mois, le boycott d'avril à juin dernier est bien l'expression d'une sortie du lien social, puisqu'un certain nombre de citoyens ont quitté le périmètre naturel d'expression de leurs revendications pour se positionner ailleurs dans le virtuel. Le souverain, nul doute qu'il est conscient de cette situation-là, des atteintes portées à la cohésion sociale, et il a beaucoup insisté là-dessus. Oui. Ça veut dire que, par-delà les clivages des partis, il y a la nécessité de resserrer la communauté et la cohésion sociale. Dans un moment difficile, parce que le contexte social est difficile. Faites-moi, au-delà du boycott, au-delà des sit-ins, au-delà des expressions spontanées, que ce soit le Hoceima ou autre, est-ce qu'aujourd'hui, plus globalement, si on change un peu de géographie et qu'on recentre le débat, c'est surtout, le moment est difficile, la séquence est un peu compliquée, donc resserrons les rangs. Est-ce que c'est ça, en fait, le fil conducteur et la locomotive ? Au-delà du reste. 1, la cohésion sociale est en difficulté, a fortiori dans une conjoncture particulière comme celle-ci. 2, la nécessité de resserrer les rangs, effectivement, et de réactiver et de raviver les principes marqueurs de notre société, c'est-à-dire la solidarité. L'un des traits marquants de la société marocaine, c'est la solidarité. Cette solidarité se vérifie à tous les niveaux, se vérifie au niveau des familles. Il y a un qui travaille et qui assure le soutien et l'aide à d'autres qui ne travaillent pas dans la même famille. 2 ou 3 personnes, oui. 2 ou 3 personnes. Donc c'est un sentiment très fort qui est dans la culture nationale, qui a aussi un fondement religieux, parce que c'est un précepte religieux que la solidarité et la justice sociale. Et donc nous sommes dans cette situation-là où il y a un éclatement de la cohésion sociale et la nécessité de revenir aux fondamentaux culturels de notre société, c'est-à-dire la solidarité. Pour les familles, pour les ménages, mais il y a aussi l'entreprise qui est interpellée. Ça a été fait. Ça a été fait mercredi dans la présentation des grandes lignes du projet de loi de finances, avec la mise en place d'une contribution sociale. Vraiment, s'il dirige de solidarité pour les entreprises. En fait, on ne va pas rentrer sur le truc technique, au-delà des bénéfices, égal ou supérieur à 50 millions de dirhams, c'est qu'on demande aussi à l'entreprise plus de solidarité, plus de contribution. Plus que l'entreprise, effectivement, le souverain fait référence aux exigences devant peser sur les entreprises en matière de solidarité, et il a fait appel à la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, qui est un thème qui revient souvent dans la littérature politique, vous le savez, mais qui n'a pas beaucoup d'effets. Vous savez, il n'y a pas 5% d'entreprises de la CGEM qui ont un pacte ou qui ont une habilitation RSE. J'ajoute, pour ce qui est de la solidarité, la référence faite par le souverain également d'autres formes, les dons, les actions bénévoles, les initiatives sociales, entreprises citoyennes, etc. Ça veut dire, pour ce qui est de ces nouvelles formes de solidarité, il faut dépasser le stade de l'assistanat et du caritatif pour monter d'un cran et asseoir un nouveau modèle, avec au sang guillemets, un nouveau modèle de solidarité, ravivant la culture nationale, les ressorts profonds des citoyens, et inséré dans une politique de rassemblement. C'est-à-dire que clairement, ça correspond peut-être en toile de fond à ce modèle actuel où l'État fait de plus en plus dans le social. Je crois qu'il y a 27 milliards de dirhams qui ont été mobilisés que pour le financement des politiques sociales. L'entreprise à qui on demande directement de faire aussi des efforts, de se montrer beaucoup plus solidaire, beaucoup plus généreux, et les familles de resserrer les rangs. C'est ça? Est-ce que c'est les 3 étages, en fait? Pour ce qui est de l'entreprise, c'est quoi la solidarité au niveau de l'entreprise? C'est au niveau des œuvres sociales, c'est au niveau du calcul des prix,
C'est au niveau des marges bénéficiaires. C'est au niveau du maintien de l'emploi. C'est du maintien de l'emploi, d'une politique donc passant d'un modèle rentier souvent à un modèle différent permettant de créer de la richesse et donc de créer de l'emploi. Donc c'est extrêmement important. L'entreprise, c'est vrai, aussi la famille et aussi tout le tissu associatif qui doit être soutenu, accompagné dans cette politique-là. L'État qui fait un effort social par le financement, c'est 27 milliards de dirhams. L'entreprise et les ménages, les familles aussi, il faut se solidariser encore un petit peu plus sur la base commune de ces valeurs partagées de solidarité, où il y a une personne qui effectivement peut subvenir parfois à 2, 3 personnes. C'est la preuve que l'État ne peut pas tout faire. Les difficultés qu'ont les finances publiques à assurer les financements sociaux sont un problème qui est posé aujourd'hui. Et donc l'État-providence, l'État social ne peut pas tout faire. Et donc c'est pour ça qu'il s'agit d'impliquer d'autres acteurs sociaux ou économiques. Autre chose qui a été abordée, enfin, bien sûr le secteur agricole, parce qu'il y a la volonté de faire émerger une classe moyenne dans le monde rural, mais sur les services militaires obligatoires, ce qui avait été évoqué cet été. Le souverain est revenu là-dessus hier avec tout un développement. Donc voilà, qu'est-ce qui motivait en fait le retour du service militaire obligatoire? Plus de sentiment d'appartenance à la nation, la possibilité aussi de bénéficier de formation durant ce laps de temps pour favoriser la réinsertion socio-professionnelle. Voilà, donc il est revenu là-dessus. C'est la première fois que le souverain revient de manière publique. Il y a eu un communiqué du Conseil des ministres à l'époque, il y a 3 mois, mais c'est la première fois que le souverain revient publiquement sur cette question du service militaire obligatoire. Il y a eu des interprétations, des ambiguïtés, des résistances ici ou là, et il a tenu à expliquer et à souligner la finalité de ce service militaire. La genèse et la finalité. Oui, c'est un levier social, c'est un facteur d'intégration de dizaines de milliers de jeunes dans le corps des forces armées royales. Et c'est un moyen aussi de formation, on l'a dit ici, parce qu'il n'y a pas que le service militaire avec un programme de formation, de qualification, et c'est une manière d'insérer ceux qui vont effectuer le service militaire, une fois les 12 mois accomplis, dans les circuits économiques avec un bagage supplémentaire et avec une nouvelle culture. Parce qu'ils vont apprendre quoi? Ils vont apprendre la ponctualité, le travail en équipe, l'effort, la rigueur, etc. En insistant sur un point qui, en tout cas, moi, là aussi m'a un petit peu interpellé en disant, je cite que tous les Marocains étaient sur le même pied d'égalité, qu'il n'y avait aucune exception pour être éligible au service militaire et faire son service militaire. Donc cette notion d'égalité. Parce que ça participe d'une politique qui est celle-ci, égalité de chance, égalité des opportunités. Il s'agit d'un devoir national imposable à tous, sans aucune restriction, et donc c'était important que le souverain fasse cette mise au point pour dire que les chances étaient égales et que le statut était le même pour tout le monde. Toutes les personnes et tous les Marocains éligibles au service militaire allaient faire leur service militaire. Tout à fait. Donc il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de dérogation. Il n'y a pas de dérogation. Ouais. La loi est la même pour tout le monde et la contrainte est la même pour tout le monde. L'agriculture? Alors ça, c'est nouveau. Ça vous a surpris, vous? Évidemment que ça Moustapha Simi a été surpris par l'évocation du secteur. Non, j'étais surpris parce que le souverain accorde de l'intérêt, vous le savez, au développement agricole. Le plan Maroc vert a été fait en 2007, il a 11 ans. Il a donné de bons résultats, il faut le relever. De bons résultats qui sont attestés d'ailleurs par un certain nombre de paramètres connus des économistes et de tout le monde. Il a également... Qui sont parfois aussi un peu critiques au reste. Oui, mais globalement, avec des terres le Maroc... beaucoup trop morcelées. Le Maroc de 2018, le Maroc agricole 2018 n'est pas le Maroc de 2007. La part dans le PIB a augmenté, le PIB agricole a augmenté. Il y a une reconversion totale du monde agricole du fait du plan Maroc vert, il faut le dire, parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Mais terres trop morcelées aussi, faible productivité également, et d'ailleurs le souverain l'a dit également. C'est l'un des enjeux, c'est la productivité surtout dans le secteur traditionnel, dans le secteur non irrigué, et ce qui est intéressant, c'est que le souverain a parlé des petits agriculteurs. Oui. Pourquoi les petits agriculteurs? Je le redis encore une fois,
Parce qu'ils n'ont pas de lobby. Les petits agriculteurs n'ont pas de lobby. Les gros agriculteurs ont des lobbies dans les chambres d'agriculture, dans la chambre des conseillers, au patronat, ailleurs. Les petits agriculteurs, c'est des sans-voix. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés au quotidien et à la survie. Donc, il n'y a pas de possibilité de faire entendre leur voix, d'autant que le taux de syndicalisation dans le monde agricole est extrêmement faible pour des raisons connues. Je voudrais ajouter sur ce plan-là l'idée de, et ça c'est une innovation, c'est quelque chose de nouveau, l'idée royale d'une émergence du classe moyenne agricole. Pourquoi? Il s'agit d'abord de prendre des mesures pour assainir la situation du secteur agricole, soumis à des spéculations, soumis à la chaîne des intermédiaires, si bien que le revenu agricole, il est minoré du fait que ceux qui tirent profit de la production agricole de ces petits agriculteurs, ce sont les chaînons intermédiaires qu'il faut donc rationaliser. Qui est un sacré chantier aussi. Ça pose, vous savez mieux que moi, Mostafa Semi, qu'il y a un secteur qui n'a jamais été réformé. Et que tous les ministres qui se sont succédés, je pense au ministère du Commerce et de l'Industrie... C'est le secteur du commerce intérieur. C'est le marché de gros. Marché de gros et les marchés de gros à travers le pays. Au-delà des marchés de gros, les marchés de gros, c'est le dernier stade de la commercialisation. C'est toute la chaîne qui arrive entre le producteur de petit agriculteur et le marché de gros. C'est toute la chaîne des intermédiaires. Mais s'attaquer au marché de gros, apparemment, c'est une question de vie ou de mort. Un produit agricole acheté à un petit agriculteur à 2 dirhams, mettons pommes de terre, tomates, ce que vous voulez, il est multiplié par 5 au niveau du consommateur parce qu'il y a des circuits intermédiaires parasitaires, il faut le dire, parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, puisque ce sont des gens qui prennent, qui vendent et qui réalisent une marge bénéficiaire, souvent dans des conditions opaques, sans astreindre d'ailleurs à une fiscalité ni au paiement de taxes, dont la TVA, tout ça, etc. Ça, c'est un autre débat. Il s'agit donc, en donnant la priorité à l'émergence d'une classe agricole moyenne, d'abord de permettre aux jeunes ruraux d'avoir des opportunités d'emploi supplémentaires. Oui, mais en l'état, ça se passe. Pour que ça se mette en place, qu'est-ce qu'il faut? Je vois que le souverain appelait au regroupement de la profession, de coopératives et de groupements agricoles forts. Oui. Donc, mais ça, c'est le problème d'une politique du gouvernement. C'est quoi? C'est Aziz Arnouch qui a du pain sur la planche? C'est le gouvernement. Qui doit prendre les choses en main? Parce que c'est un secteur transversal. Parce qu'il y a déjà eu des tentatives si vous voulez organiser, il y a de grands succès qui ont été enregistrés en matière de regroupement coopératif. C'est dans le bilan du plan Maroc Vert. Mais c'est pas suffisant. Il y a des centaines de milliers de petits agriculteurs qui ne sont pas insérés dans ces circuits coopératifs qu'il faut intégrer. Le souverain a indiqué qu'il y a pratiquement 1 million d'hectares qui sont mobilisables dans cette perspective-là. Pourquoi? Pour offrir du travail aux jeunes ruraux, au lieu qui viennent accentuer l'exode rural vers les villes, en leur offrant des possibilités, un cadre de vie. Vous savez, vous connaissez le monde rural sûrement comme moi. Les jeunes ruraux ne sont pas des jeunes ruraux analphabètes. Ils ont fait une partie de la scolarité dans le secondaire, parfois jusqu'au bac, et ils sont sur place auprès de leurs parents à aider ou à faire dans les petits villages des travaux informels. Donc il faut revenir à un attachement, à une réinsertion de ces jeunes ruraux qui sont actuellement dans le brouillard et laissés à livrer à eux-mêmes, pour leur donner des opportunités d'emploi. Vous pensez qu'un jeune rural n'aimerait pas rester auprès de ses parents, de sa terre, des siens, pour peu qu'il ait un revenu digne et qu'il ait des opportunités d'emploi? C'est un enjeu stratégique important parce que parallèlement à la classe moyenne urbaine, il y a une volonté donc de pousser à l'émergence du classe moyenne agricole. C'est un élément c'est un élément qui présente 2 intérêts, 2 avantages. Un, c'est un élément de stabilisation sociale et de renforcement de la cohésion sociale, et c'est également un élément de stabilisation politique. Mais ça peut se faire là de manière j'allais dire, unidimensionnelle, c'est-à-dire menée par Aziz Arnouch en tant que ministre de l'Agriculture, qui a, à mon avis d'ailleurs, du pain sur la planche aussi en la matière, ou alors il faut que ça rentre dans une vision globale aussi,
régionalisation, développement des territoires, et c'est beaucoup plus large, et des désenclavement du monde rural. Rappelez-vous, il y a cette enveloppe de 50 milliards de dirhams qui avait été mobilisée. Sur 5 ans. Oui, sur 5 ans. Sur 5 ans, oui. Oui, on est sur 10 milliards par an. Et simplement se dire, voilà, est-ce que c'est simplement, ça se joue au niveau du ministère de l'Agriculture, ou ça se joue il faut avoir une vision beaucoup plus large, parce que je rappelle aussi qu'il y a 14 milliards de dirhams qui ont été mobilisés dans le projet de loi de finances 2019 pour le développement et la mise en place de la régionalisation et le développement des territoires. C'est un secteur transversal qui implique beaucoup de secteurs, l'habitat, les transports, le ministère de l'Agriculture, l'éducation, en fait, la santé, donc c'est tout un système. Évidemment, ça participe d'une politique de régionalisation, et c'est la région qui est concernée au premier chef aujourd'hui, c'est-à-dire les territoires. Comment voulez-vous donner viabilité aux territoires et aux régions si par ailleurs il n'y a pas une grande politique à marche forcée qui est faite en faveur du monde agricole et du monde agricole, je finis ma phrase, des petits agriculteurs. Ce sont c'est une communauté qui n'est pas dans un schéma de développement inclusif. Il faudrait donc revoir sa copie. Ça s'adresse au gouvernement, ça s'adresse aux collectivités locales, etc., pour prendre compte de ces orientations-là et pour qu'il y ait davantage de place et de chances données aux petits agriculteurs. Un petit mot sur la santé, le secteur de la santé qui a fait partie aussi d'une attention particulière du chef de l'État, qui a souhaité rendre le secteur de la santé plus attractif auprès de l'investissement et des investissements directs étrangers. C'est un débat. Introduire de la concurrence aussi dans le secteur. Qui est beaucoup plus de dynamique aussi en matière de transfert de savoir et d'expertise. Voilà. C'est un débat qui est posé depuis des années, la privatisation du secteur de la santé, et les ordres professionnels médicaux ont fait beaucoup de résistance pour fermer la porte à des investisseurs étrangers dans le champ de la médecine, de la clinique, et de tous les corps de métier. Hein, oui, de tous les corps. Non, mais il y a eu une forte mobilisation, et le lobby des médecins est un lobby important qui a des relais. Pourquoi? Parce que ils ont un marché captif. C'est encore un modèle de rente. C'est encore un marché captif, c'est-à-dire que il y a une demande qui est là, qui est dynamique. Il y a une demande qui est là, qui est pratiquement captive. Les Marocains qui ont de l'argent, ils peuvent se faire soigner à l'étranger, mais il y en a combien? C'est une petite minorité. Et le reste, c'est un marché captif avec des prix fixés à la tête du client, les prix dans les cliniques, les insuffisances du système hospitalier aujourd'hui, et donc il faut bien aérer ce système-là, qui est un système monolithique, fermé, avec un format identifié, peu satisfaisant. Il faut être favorable à cette ouverture, parce que pourquoi? Parce que c'est un marché potentiel où les opérateurs étrangers, les investisseurs étrangers peuvent apporter des financements, peuvent apporter avec eux des équipes médicales performantes, et dans ces équipes-là, il y a, vous savez, des compétences marocaines. Je peux vous citer le nombre de médecins qu'il y a en France, au Canada et ailleurs, qui sont dans les meilleurs hôpitaux et dans les meilleures cliniques. Et ils trouveraient là, s'il y avait un autre marché de mixité, une occasion de réinsertion. Donc il ne faut pas être dogmatique, il faut estimer qu'il n'y a pas d'autre choix que l'ouverture du marché de la médecine à des investisseurs, évidemment avec les garanties d'usage quant à la qualité des soins, quant aux politiques, quant à l'aménagement du territoire. Il ne faut pas que toutes les cliniques s'installent à Casablanca, qui est une hyperconcentration, une hyperconcentration à Casablanca, comme des pharmacies d'ailleurs également, au Marrakech ou ailleurs. Parce que je rappelle aussi d'ailleurs qu'il y a le mouvement de grève qui a été lancé par les acteurs du domaine de la santé à partir du 18 octobre. Donc chaque mois, il y aura 2 jours de débrayage. C'est un droit constitutionnel. Parce qu'apparemment, ils en auront la casquette d'avoir la multiplication de contrôles fiscaux aussi. Parce qu'apparemment, la DGI s'est intéressée de très près. D'abord, c'est un droit constitutionnel qui ne veut pas leur être contesté. Débrayage. Oui, de débrayage, le fait de faire. Deuxièmement, il faudra bien quand même assainir la situation d'un certain nombre de professions libérales où on vous demande de payer en cash, dans des conditions opaques, où tout n'est pas déclaré.
Je citais l'exemple d'une enquête de la DGI où des professions libérales déclaraient à peine de 10 000 dirhams par mois de revenus nets, alors que tout le monde sait que c'est un peu différent. En tout cas, voilà, donc le souverain qui souhaite rendre beaucoup plus attractif et le secteur de la santé et attirer de nombreux investisseurs et des grandes marques aussi en matière de santé au Maroc, avec aussi un échange, le transfert d'expertise et la création d'emplois. Tout à fait. C'est un plus. C'est pas forcément un moins, c'est un plus. En tout cas, dynamiser un petit peu ce secteur. On finit avec le modèle de développement. Parce que l'an dernier, à la même époque, le souverain s'est exprimé en appelant à la refonte du modèle de développement multidimensionnel. Il s'est réexprimé là-dessus hier en disant, voilà, il annonce la création d'une commission ad hoc qui va plancher là-dessus et qui a 3 mois. Donc pour la formation professionnelle, il y avait 3 semaines. Là, pour le modèle de développement, cette commission a 3 mois. C'est la nouvelle gouvernance. Il ne faut pas simplement donner des orientations, il faut fixer des délais de réalisation. C'est un chantier. Tous les chantiers ont un délai. Donc, c'est un chantier. Livrable dans 3 mois. Et le roi donne des délais. J'ajoute un mot pour dire ceci. Dans ce discours royal, il y a un absent. Un absent? C'est le gouvernement. Pourquoi ça l'a dit là? Tu m'as dit les membres du gouvernement n'étaient pas habillés en blanc. Non, absent politique. Non. Ah. Il n'y a pas eu un mot sur le gouvernement. Il y a un acteur qui n'a pas été cité une seule fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans doute le roi n'attend plus grand-chose de ce gouvernement et qu'il a repris les choses en main et qu'il fixe des délais et il s'attelle maintenant à des chantiers, dont celui du modèle de développement. Je vous signale que le chef du gouvernement avait constitué en novembre dernier, un mois après le discours royal, une commission interministérielle pour réfléchir sur le modèle de développement. Ouais. Quel est le résultat de travaux de cette commission? Personne ne le sait, il n'y a pas de résultat. Il y a eu des contributions faites par des partis politiques, c'est vrai, il faut le dire, qui a été donc lors de débats d'instances, etc. C'est ce qui a été mentionné d'ailleurs. La question du modèle de développement est complexe. Ouais. Ça veut dire qu'il faut d'abord tirer les conclusions de ce qu'on a fait depuis 20 ans. Est-ce qu'on a eu un modèle de développement depuis 20 ans? Modèle économique, vous parlez modèle politique, modèle de développement. Modèle de développement, modèle... ça implique un modèle économique, ça implique un modèle social, ça implique aussi un modèle politique. On y reviendra une autre fois pour le modèle politique. Donc c'est déjà un bilan qu'il faut faire de ce qui a été fait, qui nous a conduit à cette situation. Deuxièmement, un modèle de développement, ça implique une vision, ça implique des arbitrages et des priorités. Et il n'y a qu'une seule autorité pour fixer le cap et dire voilà ce que nous allons faire pour la décennie à venir, c'est bien le roi, et c'est pour ça que c'est heureux qu'ils prennent en main ce dossier-là avec une commission ad hoc dédiée à cette question-là. Qui, selon vous, quel type de profil, pas de nom, hein, mais quel type de profil pourrait siéger dans cette commission? Parce que beaucoup disent ce matin, bah oui, d'accord, quel type de profil? Est-ce qu'on va se retrouver avec des ministres ou anciens ministres, des chefs d'entreprise, des économistes, des leaders syndicaux, de la société civile? Raisonnablement, dans cette commission, il faut qu'il y ait un certain nombre de profils. Variés, divers. Il faut qu'il y ait des profils technocratiques, ministres ou pas. Il faut qu'il y ait des opérateurs économiques. Et oui, il faut associer. Il faut qu'il y ait quel type de profil? C'est-à-dire des hauts comités, simplement si vous permettez, hauts comités d'État qui ont fait leur preuve, chefs d'entreprise qui ont fait leur preuve également, évidemment, des gens exemplaires, des référents, des identifiants. Qui ont du recul, qui ont du recul sur la gestion quotidienne, qui sont capables de réfléchir. Il faut qu'il y ait également des partenaires sociaux. On ne peut pas faire un modèle de développement si on n'associe pas les partenaires sociaux, notamment les syndicats. Il faut également associer la société civile. Et il faut que ce travail-là soit un travail de délibération. Une commission resserrée, limitée en termes de personnes présentes pour un travail effectif. Raisonnablement, je peux vous donner la fourchette, ça n'engage que moi. Il ne faut pas qu'il y ait 5 personnes, mais il ne faut pas qu'il y en ait 100. Donc il faut qu'il y ait une dizaine, quinzaine. Il faut qu'il y ait une bonne vingtaine, une bonne trentaine, parce qu'au-delà, on ne peut pas travailler. On ne peut pas travailler dans une commission où il y a 100 membres, et c'est insuffisant s'il n'y a que 5 personnes. Donc le format normal, c'est une 20-30, avec un président qui ait une culture politique, qui ait un bagage technocratique qui soit au fait des problèmes économiques et sociaux. Ça se trouve, il y en a. Et sociétaux, hein.
Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit c'est pour ça que j'ai dit culture politique. Dans la culture politique, vous pensez à quelqu'un en particulier, vous, non? Il y en a 3 ou 4 qui, raisonnablement, se profilent là sur le marché national. Non, éventuellement. Qui serait susceptible, ou en tout cas, aux yeux de Moustapha Saimi, qui serait éligible. Je vous le dirai la prochaine fois. Je le dirai la prochaine fois. Donc, juste avant de conclure, Moustapha Saimi, sur aussi ce qui a été déclaré, une déclaration aussi du chef de l'État dans son discours hier, et qui là aussi m'a beaucoup interpellé. C'est lorsqu'il déclare, je cite, « Le Maroc n'a jamais eu autant besoin de vrais patriotes. Jamais eu autant besoin de vrais patriotes. » Oui, parce C'est-à-dire que parce que le modèle de société que nous voulons bâtir implique de l'engagement, implique des ferveurs militantes et implique du patriotisme. Aujourd'hui, nous sommes dans le chacun pour soi, avec beaucoup d'individualisme. Oui, mais ça c'est universel, non? C'est mondial. Ah oui, mais c'est une forme de la Suisse peut se permettre ce modèle-là. C'est un pays apaisé, qui a réalisé son développement, qui a une rente économique, financière. Vous savez que les Suisses, c'est les citoyens, les salariés, les collaborateurs, les employés, les entrepreneurs qui travaillent le plus au monde. Mais oui. Parce que c'est un modèle de travail, d'effort, et c'est ça qui donne des résultats, plus l'histoire même de la Suisse et sa structure démographique. Il faut dépasser l'individualisme, s'engager dans des débats de fond, réfléchir ensemble. La difficulté, c'est que chacun réfléchit de son côté. Il n'y a pas un cadre de réflexion. C'est-à-dire tous les débats, comme on a pu avoir des débats polémiques sur l'introduction de termes d'Arigard dans les manuels scolaires, toutes ces choses-là. C'est artificiel. C'est artificiel et inutile. Pensez le débat politique a été pollué pendant une quinzaine de jours par 8 mots de Darija mis dans le truc, etc. C'est ça les débats. Les débats, c'est autre chose. C'est réfléchir au Maroc de demain et à un modèle de développement inclusif où tout le monde aurait sa place, où tout le monde aurait des égalités de chances et d'opportunités. Vous savez, en un mot, la politique doit offrir, si possible, du rêve, en tout cas de l'espoir. Nous en sommes là aujourd'hui. Ce qu'on dit derrière la politique, c'est l'art du possible. C'est l'art du possible, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, il faut qu'il y ait une ferveur, il faut qu'il y ait quelque part un signe qui permette l'adhésion de tous en disant « ça ira mieux demain ». Mais en tout cas, merci. J'espère que ça ira mieux demain. Merci à vous. Pour vous, pour nous, tous, et pour celles et ceux qui nous écoutent. Merci en tout cas à vous, Moustapha Saimi, pour ce nouvel éclairage sur le discours royal qui a été adressé aux élus de la nation, mais à la nation au sens large, puisque le discours, comme tous les discours, seront transmis à la télévision. C'était hier après-midi. Donc merci à vous, décryptage, décodage, à la fois sur le fond et à la fois sur la forme de ce discours de rentrée, d'ailleurs qui inaugure le lancement et la mise sur orbite de la nouvelle session parlementaire d'automne. Merci en tout cas à vous et belle journée. Merci.